Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis Marion, journaliste pour Vitisphère et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire réalisé en partenariat avec l'Institut français de la vigne et du vin. Alors, vous êtes plus de 300 inscrits aujourd'hui, ça nous fait très plaisir, donc encore un grand merci. Il est tout juste 17h01. Ce que je vous propose en attendant que tout le monde arrive, c'est de nous dire dans le chat d'où vous venez et si vous avez déjà testé des alternatives au cuivre. Parce qu'aujourd'hui, en effet, on va parler du cuivre et de ses potentiels substituts, en espérant bien sûr que le millésime 2022 soit moins compliqué d'un point de vue sanitaire et pression mildiou que le précédent. Pour rappel sur GoToWebinar, pour poser des questions, il faut que vous preniez la console à droite de l'écran et que vous cliquiez sur la flèche orange. Vous tapez votre texte et vous appuyez sur Entrée. Et vous pourrez poser vos questions tout au long des présentations et puis on prendra le temps d'y répondre à la fin du webinaire. On prendra un bon quart d'heure en essayant de respecter le timing qu'on s'est fixé, c'est-à-dire une fin du webinaire vers 18 h. Alors, est-ce qu'on a du monde? Alors, j'ai quelqu'un de Suisse, juste que j'arrive. Oh, ça fait longtemps, c'était en septembre. À l'afficher en plus grand. Hop. Bordeaux, on a Bernard Grandchamp de Bordeaux. Bonjour Bernard. J'ai vu. Alors. Ah voilà, ça va être plus facile comme ça. Oh, mais il y a plein de monde. Bonjour Pascal. Bonjour Jérôme de Bordeaux également. Bonjour Noël de Suisse. Bonjour Pauline Vicaire, conseillère viticole sur Limoux à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Jérôme, je l'ai dit. Allez, soyez pas timide. Jessica, bonjour Jessica, étudiante à l'ISVV de Bordeaux. Il y a beaucoup de Bordeaux. Hop. Bonjour de Besançon. Stéphane de Besançon. Bonjour Benoît Planche qui est consultant viticole au centre ICV de l'Hérault. On a également la société Alcem qui est avec nous, spécialiste des traitements des effluents phyto. Oh, il y a plein de monde. Il y a Camille de la Rouviole à Siran dans le Minervois. On a Perle Carlson qui est journaliste. Bonjour. Vallée du Rhône également avec Franck qui est vigneron. Amandine Roux qui est avec nous de l'IFV de Nîmes. Jean-Luc Favarel qui nous fait un coucou de Rabastens. Didier Charavide, bonjour Didier. On a Bruno Lyonnais du domaine Grand Cours à Genève, donc la Suisse. Bordeaux encore avec Thomas du château Léoville-Barton à Saint-Julien-Bechevel. Parfait, bonjour à tous. Hop. Alors, 17h04. Bon, on va pouvoir démarrer. Je vais accueillir Audrey Petit de l'IFV Occitanie et Nicolas Aveline qui nous vient du pôle Bordeaux-Aquitaine. Vous pouvez allumer vos caméras. Bonjour à tous les deux. Alors, Audrey et Nicolas ont tous les deux beaucoup travaillé sur le cuivre et ils vont nous parler des alternatives qu'ils ont tous les deux pu tester ces derniers millésimes. Et honneur aux femmes, c'est Audrey qui va démarrer. Elle va notamment nous rappeler que ce n'est pas pour rien que le cuivre est utilisé depuis presque 150 ans, 140 ans je crois. Mais elle va également nous rappeler qu'il présente des contraintes et on va voir qu'il existe des solutions en bio comme en conventionnel pour en utiliser moins. Mais de là à s'en passer, c'est une autre question. Et je vais laisser Audrey y répondre. Audrey, c'est à vous. Merci beaucoup. Marion, bonjour à toutes et à tous.
Donc, comme vous l'a dit Marion, je vais commencer loin sur les origines de l'utilisation du cuivre en viticulture. Donc, ça commence quand même en 1807, donc on n'est pas encore dans le monde viticole, mais l'efficacité fongicide a été mise en évidence par Prévost. Le mildiou est arrivé en France en 1878 et donc assez rapidement, en 1883, grâce aux travaux de Millardet, on a eu la découverte de la bouillie bordelaise qui a été tout de suite utilisée au vignoble. Et donc, on a connu un rapide essor des fongicides cupriques pour lutter contre ce nouveau fléau qui touchait la vigne. Et donc, voilà, finalement, en 2022, on se retrouve avec 140 ans d'utilisation. Donc, cette histoire aussi longue a ses explications dans ses actions multisites. Donc, c'est vrai qu'on a assez rarement l'occasion de reparler un peu des modes d'action du cuivre. Donc là, je me permets de les aborder aujourd'hui. Donc, le grand cercle ovale orange représente une spore de mildiou, une cellule de mildiou. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une étape fondamentale pour que le cuivre ait une action fongicide, c'est qu'il doit être sous forme ion, donc Cu2+. Et donc, pour ça, en fait, il faut qu'il y ait de la présence d'eau libre. Donc, une fois que le produit est à la vigne, qu'il y a de l'eau, il y a des réactions avec H2O, le cuivre passe sous forme Cu2+, et ce Cu2+, va entrer en contact avec les cellules de mildiou et vont d'abord s'absorber sur les membranes cellulaires. Et en fait, à ce moment d'absorption, en fait, ils vont se substituer aux autres ions qui sont présents sur la membrane cellulaire. Et en fait, ça va déstabiliser la membrane et elle va devenir perméable. Et donc, grâce à cette perméabilité, les ions Cu2+ vont pouvoir pénétrer très facilement dans la cellule de mildiou et s'accumuler. Et une fois qu'ils sont présents à l'intérieur de la cellule, c'est là où ils vont agir à plein d'endroits dans le système cellulaire. Donc notamment, ça va aller directement sur les protéines. Les ions vont dénaturer les protéines et ces protéines seront non fonctionnelles. Donc la cellule ne va plus pouvoir fonctionner normalement avec ces protéines déformées. Ces ions vont aussi directement agir sur l'ADN, notamment en engendrant des mutations de l'ADN. Donc là, pareil, la machinerie du mildiou va être impactée. Et ça va également agir sur l'ARN. Donc là aussi, toutes les synthèses protéiques vont être impactées. Et donc en fait, c'est toutes ces différentes actions, comme les ions agissent à beaucoup d'endroits, qui vont, ce qu'on appelle les actions multisites, qui rendent peu probable l'apparition de résistance du mildiou face au cuivre. Donc ça fait un peu rêver, hein, cette longévité. Par contre, on le sait tous aujourd'hui, mais il y a quand même quelques contraintes d'utilisation. Donc les produits cupriques sont des produits de contact. Donc là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant qu'un produit contact n'est efficace que là où il est. C'est-à-dire qu'une fois que le pulvérisateur est passé, tous les organes qui vont apparaître après ne seront pas protégés. De la même manière, il ne faut pas oublier que la qualité de pulvérisation est primordiale et doit être irréprochable, parce que si on a des trop grosses gouttes ou si la face inférieure des feuilles n'est pas bien touchée, parce que le mildiou va infecter les feuilles par la face inférieure, où sont les stomates, c'est les portes d'entrée, la vigne ne sera pas correctement protégée. Donc, qualité de pulvérisation essentielle. Et comme c'est un produit de contact qui reste à la surface des organes, des feuilles ou des grappes, il reste exposé à la pluie et les pluies vont ce qu'on appelle le lessiver, donc on peut le supprimer de la feuille. Alors, donc ça, c'est quand même des choses qu'on rencontre au quotidien dans la gestion du mildiou. Des choses un petit peu plus ponctuelles sur les impacts d'utilisation du cuivre, notamment historiques. C'est des phytotoxicités du fait de sa trop grande concentration dans les sols. Donc, c'est des problèmes plus ponctuels, dans des situations à fort historique cuivre et vigne. Et donc, en fait, on voit qu'il peut y avoir des problèmes à la plantation parce que le sol est devenu toxique par rapport au cuivre et les racines, notamment, vont avoir du mal à croître à cause du cuivre.
D'autres points qu'on commence aussi un petit peu à connaître par rapport au cuivre, donc c'est un métal qui est non biodégradable, qui s'accumule dans le sol, surtout sur les couches supérieures, hein, entre 10 et 20 premiers centimètres. C'est un produit qui est toxique en milieu aquatique. Donc là où on a un peu de chance, c'est qu'il est assez peu mobile, hein, comme on l'a vu, hein, il s'accumule dans les premiers centimètres du sol, donc il est peu concerné par le lessivage. Donc il n'y a pas trop de transfert vers les eaux lors des pluies. Il n'y a pas de migration du sol vers la plante par les racines, hein, quasiment pas, c'est négligeable. Et il y a des études sur les vers de terre, sur l'impact de la présence du cuivre dans les sols sur les vers de terre. Il y a 2 grosses études qui sont en cours, notamment menées par la Copper Task Force qui œuvre au maintien du cuivre en Europe. Une étude qui est en cours depuis 13 ans sur des prairies, parce que les prairies sont très riches en vers de terre, donc c'était un petit peu pour maximiser les effets. Et il y a 2 nouvelles études qui ont débuté, une en 2020 en Allemagne et une en 2021 en France, et qui là sont en contexte viticole. Donc là, c'est vraiment voir avec des pratiques viticoles quels sont les impacts du cuivre sur les populations de vers de terre. Donc là, il est bien sûr trop tôt pour conclure sur ces nouvelles études, et elles serviront sûrement à alimenter le projet pour la réapprobation du cuivre qui va arriver assez rapidement. Donc là, on l'a vu, hein, le cuivre est intéressant, mais contraignant, il a ses mauvais côtés, et donc forcément, ça va être une matière active qui va être très encadrée. Donc, à l'échelle européenne, les composés du cuivre ont été réapprouvés le 1er janvier 2019, mais ils sont sur la liste des matières actives à substituer. Donc, ce n'est pas le seul, hein, il y a les triazoles, lambda-cyanotrine, par exemple, qui sont aussi sur cette liste. Et en fait, c'est du fait de son caractère, on dit PBT, donc notamment par ses capacités bioaccumulatrices, qui demanderait à être sorti des matières actives approuvées en Europe. Mais à ce jour, comme il n'y a pas de solution de remplacement claire, il reste autorisé. Donc, il a été au 1er janvier 2019 réapprouvé pour 7 ans. Pour les molécules qui ne sont pas substituées, normalement, c'est 10 ans, hein, donc la période est plus courte. Donc, en fait, finalement, il nous reste déjà plus que 4 ans avant que le cycle de réapprobation recommence. La nouveauté sur cette dernière réapprobation, c'est une limitation des quantités de cuivre maximales autorisées par hectare, donc qui sont de 28 kg sur les 7 ans de la période d'approbation, qui concerne tout le monde, tous les systèmes de production en ligne. Et à l'échelle française, donc les produits commerciaux, cette fois-ci, sont en cours de réhomologation ou viennent d'être réhomologués. Et on a vu apparaître sur certains produits la mention SPE1. Et la mention SPE1, en fait, limite l'utilisation, enfin, on ne peut pas dépasser 4 kg de cuivre par hectare sur l'année dès qu'on utilise un produit SPE1 dans son programme. Ça conditionne, et donc on ne peut pas envisager le lissage par l'utilisation d'un produit portant cette mention SPE1. Ce qui est en attente, alors c'est ce qu'on imagine, ça demande à être confirmé, hein, il faudra être patient pour voir ce qui se passe, mais on envisage que finalement le SPE1 serait généralisé à tous les produits, donc on aurait une impossibilité d'envisager un lissage des 28 kg sur 7 ans, et qu'en fait on serait plafonné à 4 kg par an, par hectare. Il y aurait aussi certains produits qui auraient une autorisation dans les AMM de dépasser le nombre d'applications annuelles autorisées tant qu'on ne respecte pas la quantité de cuivre maximale autorisée, et d'autres qui ne l'auraient pas. Donc il y aurait des différenciations entre les produits sur ce point-là. On attend aussi que la ZNTO serait à 20 mètres pour tous les produits contenant du cuivre, du fait de la toxicité pour l'environnement aquatique, et une distance sécurité riverain qui serait à 10 mètres, probablement. Donc tous ces points restent quand même à confirmer et sont à prendre avec des pincettes à ce jour. Donc là, on a un peu fait le tour des difficultés d'utilisation du cuivre, c'est un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc ça n'est pas simple, donc
on en a quand même besoin, donc à voir comment on peut l'utiliser au plus juste pour espérer l'avoir le plus longtemps possible. Donc, la chose la plus simple quand un produit pose problème, c'est de se dire, on va utiliser autre chose. Donc, en conventionnel, bien évidemment, on a toutes les autres matières actives antimildiou qui sont homologuées, qui peuvent remplacer le cuivre, donc, y compris les biocontrôles, et je pense particulièrement à tout ce qui est phosphite, phosphonate. Et en bio et conventionnel, on a aussi d'autres biocontrôles qui sont autorisés. On peut envisager en utilisation à la place du cuivre. Donc, je vous cite quelques exemples de produits homologués à ce jour. Donc, il y a tout ce qui est micro-organismes, SDP, donc huiles essentielles, et les substances de base. Donc là, bien sûr, dans les diapos qui suivent, je ne vais pas aborder les autres matières actives antimildiou. Je vais faire un focus sur les exemples d'utilisation des biocontrôles à la place du cuivre. Alors, en introduction sur les résultats d'essais qui sont présentés, il faut se rappeler que donc, nous, on est en condition expérimentale. On a la campagne pour apprécier la qualité et l'efficacité antimildiou des produits. Donc, bien évidemment, pour ne pas perdre un an d'études, on se met toujours dans des situations où les parcelles sont très sensibles au mildiou et les conditions sont très régulièrement très favorables au mildiou. Donc, c'est vraiment, on est en condition de forte pression. Donc, ce n'est pas forcément les conditions les plus favorables aux produits de biocontrôle. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas le pourcentage de récolte, le chiffre tel qu'il est, c'est voir un petit peu la réduction et l'effet qu'il y a eu avec les produits qui est intéressant. Donc là, vous avez un exemple d'un essai qui a été mené dans le sud-ouest sur le vignoble de Gaillac, donc en 2020. Donc, tout à gauche du graphique, vous voyez le pourcentage de perte de récolte engendrée par le mildiou dans les témoins non traités. Donc, on a fait, là où on n'a fait aucun traitement. La pression était très forte, comme je vous le dis, parce qu'on a perdu 90% de la récolte. Les conditions étaient difficiles parce que si vous voyez tout à droite du graphique, la bouillie bordelaise a un petit peu lutté. Elle a quand même sauvé du rendement, mais on avait quand même 37% de perte de récolte. Et là, on voit le limousin, donc les huiles essentielles d'orange douce, qui a été appliqué en préventif, tout comme le cuivre. On a fait les mêmes dates de traitement et on voit quand même une réduction très intéressante des dégâts sur grappe par les applications de limocide seules et en systématique. Un autre exemple, donc là aussi on est en condition expérimentale en 2018, donc année quand même millésime exceptionnelle d'un point de vue du mildiou, parce qu'on avait déjà perdu donc presque 50% de la récolte à la floraison cette année-là. Un profil très particulier parce qu'on avait beaucoup de lessivage, donc vous voyez que la bouillie bordelaise avait complètement craqué et n'avait pas réussi à maîtriser le mildiou. Et si vous voyez sur l'extrême droite du graphique, le LBG qui avait été appliqué pareil en systématique, là était un petit peu plus moins sensible au lessivage vu que c'est un produit systémique et avait montré un fort intérêt là, cette année-là dans les conditions du millésime 2018 et avait permis de bien protéger la récolte parce qu'on avait quand même à peine 10% de perte de récolte. Qui reste important, hein, mais en relatif, on voit l'efficacité non négligeable du LBG. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces résultats qui ont été obtenus en Occitanie, donc dans les conditions de l'Occitanie, notamment le sud-ouest, se retrouvent dans d'autres contextes, notamment bordelais. Donc là, on est dans un autre mode de production, on a d'autres cépages, une autre climato. Et finalement, on trouve aussi des résultats très intéressants avec ces produits de biocontrôle appliqués en préventif, donc les phosphites et les huiles essentielles d'orange douce. Un autre profil de produit qui est envisageable pour utilisation à la place du cuivre, c'est les produits type PNPP, préparation naturelle peu préoccupante, et les extraits de plantes. Donc ces produits ont été travaillés dans 2 projets notamment, 4P et HE. Donc c'était des essais qui testaient in vitro, d'abord au laboratoire pour
pour voir un petit peu les profils produits, puis au champ, des extraits hydroalcooliques de plantes, notamment prêle, saule et armoise, et des huiles essentielles. Et en fait, régulièrement, on observe ces résultats, c'est qu'au laboratoire, on voit des activités antifongiques de ces produits qui se dégradent aussi plus on retarde l'inoculation mildiou par rapport à la date de traitement au laboratoire, l'efficacité antifongique se dégrade. Et une fois qu'on passe au champ, on voit aussi une nette perte d'efficacité qui est en deçà de ce qu'on voyait au laboratoire. D'autres produits aussi qui seraient envisageables en utilisation à la place du cuivre, substances de base. Donc là, c'est pareil, on a un réservoir de solutions qui paraît assez gigantesque et simple à mettre en œuvre, qui peuvent être faits en plus à la maison. Mais là où on bute aussi, c'est que ça se base beaucoup sur les connaissances empiriques. Et finalement, on a des contextes tellement presque infinis, hein, si on multiplie les plantes, l'origine des plantes, les recettes mises en œuvre, comment on les utilise. Finalement, on a une infinité de contextes et on a du mal à mettre en évidence des efficacités de ces produits. Les substances qui sont actives sont très fragiles parce que les produits ne sont pas formulés, hein, c'est des choses assez basiques. Et on se rend compte que finalement, l'environnement au vignoble est assez néfaste à ces molécules fragiles. C'est très agressif hein, parce qu'on observe des phénomènes d'oxydation, des dégradations UV, les températures peuvent être très fortes et tout ça dégrade les molécules qui ont un potentiel actif contre le mildiou. Et on a vraiment du mal à observer des effets nets contre le mildiou de ces produits. Alors là, j'ai abordé quelques exemples. Il y a beaucoup de travaux hein, qui ont été faits sur les alternatives au cuivre. Et ces travaux ont été résumés par un groupe de travail qui rassemblait notamment la Chambre d'agriculture de la Gironde et l'IFEV. Donc, c'est la cellule RIT cuivre qui est coordonnée par l'ACTA. Et donc, vous pouvez vous connecter sur ce site internet et là, vous y trouverez des fiches pratiques qui recensent l'ensemble, la majeure partie des expérimentations qui ont été faites. C'est classé par thématique. Donc, si vous voulez prendre un peu plus de temps pour vous intéresser à ces alternatives et aux résultats d'expérimentation, je vous invite à les consulter. Donc, on l'a vu, envisager de remplacer le cuivre à ce jour, ça reste du domaine du rêve. Et c'est beaucoup trop simpliste. À ce jour, pour gérer le cuivre, l'idée, c'est d'arriver à en utiliser le moins possible et le plus justement possible. Et on le sait hein, à travers diverses expérimentations. Il faut actionner plusieurs leviers. C'est pas simple et notamment les deux gros leviers qui peuvent impacter les quantités de cuivre qu'on utilise, c'est les positionnements des traitements, c'est-à-dire ne traiter que si c'est vraiment nécessaire, et si c'est nécessaire, n'appliquer que ce qui est nécessaire en quantité. Donc, je vous propose d'aborder quelques exemples de mise en œuvre qu'on a eu dans différentes expérimentations. Donc là, c'est un programme d'essai qui a été mis en œuvre en Occitanie. Donc là, c'était assez intéressant parce qu'il y avait des parcelles qui étaient sur le vignoble du Sud-Ouest et des parcelles qui étaient sur le vignoble Languedoc-Roussillon, donc des conditions mildiou assez contrastées à l'échelle d'une même région. Et donc l'idée, c'était, le projet a commencé en 2018 ou 2019, quand il y avait la nouvelle réglementation du cuivre. Et on avait tous un peu peur de cette limite des 4 kg. Et donc, on voulait voir comment faire pour ne jamais dépasser ces 4 kg et en mettre le moins possible. Donc, l'idée, c'est de traiter que quand c'est nécessaire. Donc, on a travaillé sur les modélisations de risques qui sont disponibles dans l'outil d'aide à la décision des Décitraite. Donc, la règle était simple. Si Décitraite nous indique qu'il y a une pluie avec contamination qui est prévue dans les jours à venir, on traite. Si aucune contamination n'est annoncée, on ne fait rien, on ne traite pas contre le mildiou. Si jamais je dois traiter, on va optimiser la quantité de cuivre que je vais apporter, toujours avec les préconisations
de l'outil d'aide à la décision des citrate. Et on va adapter cette dose en fonction de la pression mildiou du moment. Donc, si on est dans des conditions de pression de mildiou faible, on va aller plus loin que ce que des citrates nous suggèrent, la dose qui est adaptée au stade végétatif et à la pression. Si on est faible, on va encore réduire cette dose de 20% et ne appliquer que 80% de la dose. Si le niveau de pression est moyen, on applique 80% de la dose et on complémente avec un produit de contrôle. Et par contre, si le risque est fort, on reste sur les préconisations des citrates. Et là-dessus, on ajoute aussi le levier biocontrôle, notamment si on a du mildiou déclaré sporulé sur la parcelle, on s'autorise à ajouter des huiles essentielles d'orange douce, cette fois-ci pas dans un objectif préventif, mais plutôt sur un effet asséchant des sporulations. Alors, quelques exemples de cette mise en œuvre de ces règles de décision. Donc, un premier résultat d'essai, donc là, on est côté Languedoc-Roussillon, toujours notre millésime 2018, qui est resté dans les mémoires là-bas, notamment. Donc, une destruction de la récolte qui est assez gigantesque dans les témoins non traités, sur la gauche du graphique, la barre violet foncé. On a perdu quasiment 100% de la récolte. Et là, on voit, donc sur une autre modalité, CU-, donc celle où je vais expliquer les règles de décision. CU+, on ne va pas trop s'apesantir dessus, c'était à visée œnologique pour avoir beaucoup de résidus de cuivre, donc on a mis beaucoup de cuivre pour voir les impacts en vinification, donc je n'aborderai pas le sujet aujourd'hui. Et ce qu'a fait le viticulteur. Et on voit qu'on est sur des dégâts de destruction de récolte qui sont complètement similaires sur les trois modalités. Et qu'est-ce qui les distingue? Ce sont les quantités de cuivre. Finalement, on se rend compte qu'avec 3 kg mis en œuvre par nos règles de décision et 7 traitements, on a exactement le même résultat que quasiment 6 kg appliqués par le viticulteur en 10 traitements. Donc là, on voit bien qu'on peut réduire entre 45 et 60% les apports de cuivre en positionnant au plus juste et avec la quantité le plus juste de cuivre. Un autre exemple, cette fois-ci, on passe sur Vignoble du Sud-Ouest, secteur Gaillac, donc en l'année 2020. Donc là, je vous ai pris cet exemple parce que la pression était moins catastrophique, un peu plus standard. On avait un tiers de perte de récolte. Là, on voit bien aussi que les trois modalités ont permis de bien maîtriser les pertes de récolte dues au mildiou. Et là encore, on voit qu'on a réussi à réduire de 40% entre ce qu'a fait le viticulteur sur cette parcelle et là où on a essayé d'aller le plus loin possible dans la réduction des doses de cuivre. Donc 3 kg quasiment pour le viticulteur et un peu moins de 2 kg sur la parcelle optimisée, sur les placettes optimisées. Et là aussi, on a réduit de 3 traitements anti-mildiou par rapport au viticulteur. Un dernier exemple qui date de cette année, on repart côté Languedoc-Roussillon. Et là, c'était assez particulier. Sur ce secteur, il n'y a eu aucune pression mildiou. Vous voyez, dans le témoin non traité, aucun dégât de mildiou détecté. Donc, il était inutile finalement de traiter cette année contre le mildiou sur ce secteur. Et on voit que des citrate avaient bien identifié l'absence de risque de mildiou, puisque un seul événement avait été jugé nécessaire à être traité. Finalement, a posteriori, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Donc, on a fait un passage en mettant 100 g de cuivre, alors que le viticulteur, sur cette même parcelle, a mis 2,5 kg de cuivre et 8 traitements. Alors que finalement, le risque était bien identifié, l'absence de risque était bien identifiée. Donc, si on fait la synthèse de ces 4 ans d'essais, donc en fait, on a fait 12 essais répartis au Sud-Ouest et Languedoc-Roussillon. En moyenne, on réduit avec nos règles de décision qui vont le plus loin dans la limitation des apports de cuivre, en moyenne d'1,1 kg de cuivre par an par rapport à ce que font les viticulteurs sur lesquels on avait nos essais. Cette réduction, elle est variable suivant les viticulteurs. Il y a des viticulteurs qui sont plus à la pointe sur la maîtrise du cuivre que d'autres. Donc en moyenne, là, sur nos essais, on est à 2 kg de cuivre annuel par an, enfin 2 kg annuels.
Ce qu'on voit aussi dans nos essais, c'est que finalement, par passage, on ne réduit pas vraiment la quantité de cuivre qu'on apporte par rapport à ce que font les viticulteurs. On est très comparable entre nos modalités. Et en fait, la quantité totale de cuivre, elle est essentiellement réduite grâce à la diminution du nombre de passages anti-mildiou par rapport aux viticulteurs. En moyenne, il y a une dizaine de passages viticulteurs. Et là où on essaye de maîtriser au plus juste, on est plutôt sur une moyenne de 5 passages. Et donc finalement, ces résultats qui ont été obtenus en Occitanie, on les retrouve aussi donc, dans le contexte bordelais, où il y a même genre de travaux qui ont été mis en œuvre pour optimiser les apports de cuivre avec le projet OptiCuivre qui s'est déroulé en 2019 et 2020. Et ils ont observé par rapport aux viticulteurs une baisse de 20% des apports de cuivre en gérant au mieux dans les essais. Et là aussi, les baisses, ces 20% de baisse, étaient essentiellement dues à la baisse du nombre de passages anti-mildiou par rapport aux viticulteurs. Donc on l'a vu, là, pour optimiser les apports de cuivre, il faut combiner les leviers. On a des outils de nos jours qui nous permettent d'apprécier le risque et justement d'essayer d'anticiper au mieux. Donc l'OADD Citrate notamment permet d'identifier les plus à risque et donc de ne traiter que si c'est nécessaire et d'adapter les doses au plus juste. Là, on est en condition expérimentale. On est bien conscient qu'on dispose d'une excellente réactivité, on a une excellente qualité de cuvée, on est dans des contextes qui ne sont pas en production. Donc, nos résultats sont peut-être là où on peut aller le plus loin, mais ça permet d'identifier clairement quels leviers peuvent être mis en œuvre sans trop prendre de risques, à des degrés moindres que ce qu'on fait en expérimentation, pour réduire le cuivre qu'on utilise pour lutter contre le mildiou. Après, à garder en tête aussi que la clé de réussite, c'est la qualité des prévisions météo qui permettent de prévoir au mieux les périodes à risque mildiou. Et après, attention aussi à ne pas oublier le black rot et, dans cette gestion sur les apports de cuivre. Je te laisse la parole, Nicolas. Peut-être, excuse-moi Nicolas, peut-être j'avais prévu merci Audrey, j'avais prévu de garder les questions pour la fin, mais on en a une à laquelle on pourrait peut-être répondre tout de suite. Parce que Stéphane France la pose et peut-être que d'autres participants aussi. Il nous demande c'est quoi LBG, de repréciser ce que c'est LBG. Le LBG, c'est un produit commercial qui contient des phosphonates, similaires à l'étonnant pertinent. Très bien. Phosphonate, donc, est un antimildiou à action systémique, donc il circule dans la plante. Ok, merci beaucoup. À toi de jouer, Nicolas. Ok, est-ce qu'Audrey, tu peux me donner la main? Merci. Bon. Voilà, hop. Je vais juste afficher mon diaporama. Donc, merci Audrey pour cette présentation. En fait, comme Audrey vous l'a dit, on a ces deux leviers à essayer de combiner, les modulations de doses d'un côté et de l'autre, l'utilisation de produits qu'on peut qualifier de complémentaires. Et donc, je voulais vous présenter en complément de ce qu'a dit Audrey, des travaux qu'on est en train de mener, nous, en Nouvelle-Aquitaine, avec un réseau d'expérimentation participative avec des viticulteurs bio, et qui regroupe pas mal en fait de sites qui sont suivis par différents acteurs de développement, notamment des chambres d'agriculture, des associations bio, etc. Et l'idée, la thématique qu'on a mis en place sur ce réseau qui existe depuis un moment déjà, c'est l'utilisation moindre du cuivre en agriculture biologique pour lutter contre le mildiou. Et donc l'idée, c'était de retravailler donc sur une combinaison de deux leviers, donc la modulation et puis l'utilisation de produits complémentaires, en faisant traiter les viticulteurs sur une parcelle avec différentes bandes, différentes stratégies, en fait, une utilisation soit juste de la modulation du cuivre, soit la modulation du cuivre complémentée avec un produit naturel. Et bien sûr, donc c'est les viticulteurs qui traitent pendant toute la saison ces stratégies-là, et
les partenaires donc, qui interviennent dans le réseau vont venir faire des mesures. C'est les petites placettes que vous voyez en rose là sur le schéma, vont venir faire des mesures pour noter le développement du mildiou dans les différentes modalités. Donc l'objectif vraiment, c'est d'être dans des cas pratiques, faciles après à transférer. Et surtout, on multiplie, vous avez vu le nombre de sites là sur la carte, on est à peu près à 12 ou 13 sites qui sont suivis en même temps. Donc on peut être dans des cas un peu différents cépages, mais surtout on va avoir beaucoup de résultats d'un coup en un seul millésime, ce qui peut nous aider à construire des résultats plus intéressants. Alors, ce qu'on a choisi comme produit complémentaire avec le cuivre, c'est une substance de base, en fait. C'est un mélange de 4 plantes qui sont en fait des purins, donc notamment de consoude, de prêle, de bardane et de sauge. Ils sont en fait fabriqués par un producteur en Dordogne. Et on avait eu des premiers résultats par un partenaire qui est la Chambre d'agriculture de la Dordogne, des premiers résultats intéressants il y a quelques années. Et donc l'idée, c'était d'utiliser cette substance de base avec des doses de cuivre réduites. Donc pour la première année, en 2021, on a décidé de diminuer la dose classique utilisée par le viticulteur sur son exploitation à chaque traitement de 30%. Alors tout de suite, je vais vous le dire, en fait, vous voyez que l'utilisation, la règle de décision, elle est vraiment très arbitraire puisqu'on a diminué à chaque traitement de 30%, ce qui n'est pas très logique. Vous avez vu les règles de décision d'Audrey tout à l'heure dans ses essais. Il faut piloter en fait cette dose de cuivre. Et on aurait aussi pu piloter l'utilisation aussi en parallèle de la substance de base puisque en fait, nous, on l'a utilisé à chaque traitement à 5%. Et en fait, en discutant avec le producteur, pour lui, en fait, il y avait des usages un peu différents. On pouvait l'utiliser à 5%, mais aussi beaucoup plus concentré à certains moments de la saison s'il y avait une forte pression mildiou. Donc, on aurait pu avoir une règle de décision un peu plus fine. Malgré tout, on voulait commencer ce réseau sur cette première année avec des choses assez simples pour les viticulteurs à mettre en place. Parce que, comme vous le savez, les viticulteurs ne sont pas des expérimentateurs à la base. Et donc, on voulait qu'ils puissent mettre en place facilement cette règle de décision sans que ça complique trop leurs travaux à côté, puisqu'il faut gérer à côté le mildiou. Et souvent, quand ils interviennent, c'est le moment où ils traitent aussi pour le mildiou et c'est des moments qui sont un peu tendus. Voilà les résultats qu'on a eus cette année. Donc, une année très forte pression, Audrey vous l'a dit, avec des pluies très chaotiques. Et donc des passages fréquents. Vous voyez le nombre de traitements en moyenne sur le réseau, on était à 11,2, sachant qu'on a arrêté nos comptages, là c'était fin juillet, donc il y a eu sûrement un passage de plus sur quasiment toutes les parcelles. Et on est on passe plutôt à 14 traitements, voire plus, notamment sur les secteurs de la Gironde, où on a plus traité, on est plus passé que dans d'autres secteurs, du sud de la Nouvelle-Aquitaine notamment, où on était sur une moyenne de traitement quand même beaucoup plus basse. On voit aussi là à côté sur la courbe l'augmentation, la dynamique du nombre de traitements, et on voit que la période notamment de juin à juillet, où on a eu le moment où on a eu beaucoup de pluie et où les symptômes ont commencé à apparaître, on a une augmentation très rapide du nombre de traitements. Pour les doses, on voit à peu près aussi la même chose, c'est-à-dire qu'on était sur des doses moyennes de à peu près 2,6 kg, sachant qu'il y a eu sûrement un traitement en plus, donc il faut relativiser cette donnée. Et ces données-là, ce sont les stratégies avec moins 30%. Donc ça veut dire que il faut rajouter 30% pour avoir la stratégie viticulteur. Et on a des sites, encore une fois, notamment en Gironde, sur lesquels on a été fortement touché par le mildiou, où on dépasse les 3,4 kg, voire un peu plus même, avec un traitement supplémentaire. Et c'est pareil en termes de dynamique. On a une forte augmentation des doses, notamment sur la période juin-juillet. Vous voyez encore une fois que alors cette année, quand même, tout le monde a été touché par ces fortes pluies, par cette forte sortie de mildiou à partir de la mi-juin et après, bien sûr, en juillet. Mais vous voyez que les situations quand même peuvent être inégales. Et dans certains cas, certaines années, on peut avoir des situations encore plus inégales selon la climatologie sur la Nouvelle-Aquitaine. Si on regarde maintenant les efficacités, ou plutôt l'efficacité de protection, donc vous avez la courbe bleue qui vous montre l'indice de dégâts de mildiou sur la saison, sur la partie cuivre moins 30% seul, sans rajouter la substance naturelle. Et puis, vous avez la même chose en orange, là où on a la stratégie, où on va mettre moins 30% de cuivre et plus la substance naturelle. Et donc, vous voyez que les courbes sont relativement proches sur l'indice de dégâts.
On a une petite tendance à un peu moins de mildiou, mais vous voyez qu'aussi que les écarts types, hein, ça veut dire les différentes valeurs issues des sites sont quand même très très larges, ce qui fait que là, il n'y a pas de différence significative et on n'a pas mis en évidence un effet très fort de l'utilisation de la substance de base cette année dans la stratégie qu'on avait employée. Vous avez vu aussi que c'est une stratégie vraiment très très arbitraire et qui est peut-être pas adaptée, mais en tout cas, on n'a pas montré un effet très positif de l'utilisation de cette substance. Voilà, là, vous avez les détails en fait en termes de résultats, de notation spécifiques sur les placettes, donc avec des comptages sans feuilles, sans grappes, etc. Et on retrouve un peu ce que je vous ai dit sur les courbes, c'est-à-dire que dans certains cas, on est un petit peu mieux avec l'utilisation de la substance de base. Dans d'autres cas, on peut être moins bien. Il n'y a pas vraiment de règles. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau du viticulteur, on a fait aussi des notations à côté de l'essai sur la partie traitée classiquement par le viticulteur. Et on voit que dans certains cas, le fait de diminuer de 30% la dose qu'il utilise, on arrive au même résultat de protection. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que le viticulteur peut encore faire des efforts et peut diminuer ses doses. Finalement, ça a un intérêt. Et puis, par contre, dans certains sites, la diminution des doses est peut-être déjà très forte chez le viticulteur et ça vaut peut-être pas le coup de continuer à diminuer de 30%. Donc, on a divers cas et finalement, cette année, globalement, on n'aura pas montré vraiment une pertinence de notre stratégie. Alors, bien sûr, tout ça, il faut le mener en 2022, continuer les essais. Et l'objectif, bien sûr, c'est de continuer et d'affiner, en fait, comme je vous l'ai dit, les règles de décision pour vraiment piloter les doses de cuivre et aussi apporter peut-être la substance de base à un moment plus intéressant, peut-être resserrer son utilisation, notamment quand il y a une forte pression au mildiou, pour venir complémenter les doses de cuivre qu'on va apporter. Voilà, donc on va améliorer ça. Peut-être qu'on parlera aussi d'autres produits de biocontrôle, ça dépendra la volonté des autres partenaires. Et puis, on essaiera aussi d'élargir le réseau. Vous avez compris que c'est vraiment un intérêt d'augmenter le réseau, puisque plus on aura de données, plus on pourra être fin sur les résultats et sur les conclusions des expérimentations. Voilà, c'était pour vous donner un autre exemple. En conclusion, ce qu'on a vu avec Audrey, c'est que effectivement, est-ce qu'on peut se passer du cuivre aujourd'hui? Techniquement, aujourd'hui, non. En tout cas, si on veut rester dans une protection acceptable. On a des solutions, on a une boîte à outils quand même dans lesquelles on va retrouver les outils d'aide à la décision. On peut moduler les doses de cuivre et ça, c'est intéressant. On a des outils complémentaires qui sont en développement, notamment les produits de biocontrôle, mais vous avez vu qu'il y a une certaine limite. Il y a des produits qui sont utilisables dès maintenant, mais qui sont que des produits complémentaires. Et puis, il y en a d'autres qu'on a du mal à maîtriser, notamment des produits de biocontrôle type SDP, où pour l'instant, on n'a pas encore toutes les clés pour les utiliser de façon optimisée. On a d'autres méthodes de lutte dont je vais vous parler aussi en perspective. Et puis, il faut bien aussi appuyer sur l'importance du viticulteur, c'est-à-dire qu'on a ces techniques, on a des outils, mais il y a aussi un point important, c'est la gestion de l'exploitation, c'est-à-dire comment on va observer sur le terrain, comment on va bien connaître ces parcelles, celles qui sont sensibles, celles qui sont moins sensibles, comment on a la réactivité, est-ce qu'on arrive à bien gérer le mildiou déjà en termes de réactivité? Il faut arriver à pouvoir protéger rapidement tout son parcellaire par rapport aux pluies, etc. Il faut avoir le personnel, le matériel bien réglé, la pulvérisation, etc. Donc, c'est tout un package qu'il faut maîtriser pour lutter contre le mildiou et être efficace avec le cuivre. Et cette partie-là, elle est très importante. C'est-à-dire que si on veut utiliser des outils complémentaires ou si on veut diminuer ces doses, il faut déjà maîtriser cet ensemble de bases pour lutter contre le mildiou. Un point important aussi, c'est la météorologie. Nous, on le voit sur Bordeaux, nous, ça fait quand même sur 4 millésimes, il y en a 3 qui ont été difficiles, là, les 3, voilà, sur les 4 derniers millésimes. Et on se pose beaucoup de questions sur la météorologie et notamment les événements très chaotiques de pluie sur lesquels on ne peut pas vraiment faire grand-chose. C'est-à-dire que quand on a 3-4 jours de pluie ininterrompus avec des forts cumuls, avec notre arme cuivre, là, on peut rien faire, c'est lessivé et on ne peut pas toujours repasser comme on voudrait. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas maîtriser avec cette météorologie capricieuse. Et l'idée, c'est de savoir si ces conditions vont se répéter chaque année ou simplement, on va avoir que quelques périodes vraiment difficiles à passer. Et ça, c'est important parce qu'il y a la notion de risque qui est importante. Vous l'avez vu tout à l'heure, Audrey vous l'a dit, quand on module les doses, le plus efficace, c'est quand on fait des impasses de traitement. Et faire une impasse de traitement, quand même, c'est prendre un risque.
et comment on est capable de prendre ce risque, notamment par rapport à la météorologie. En fait, hein, le modèle, par exemple, peut nous donner des risques moindres si on sait qu'il va pleuvoir moins et certains cumuls qui sont plus faibles. Mais parfois, on sait que c'est capricieux, les prévisions ne sont pas toujours très bonnes et on prend peut-être des risques quand on fait des impasses. Donc là, il y a aussi beaucoup de choses à faire en termes, on travaille là-dessus sur l'estimation des risques et essayer peut-être d'accompagner les viticulteurs dans le risque qui est pris quand on veut diminuer les intrants, quand on veut faire des impasses, quand on veut utiliser des produits de biocontrôle qui sont peut-être un peu plus aléatoires à utiliser. On a besoin aussi d'accompagner le viticulteur et peut-être de façon économique, peut-être avec un système d'assurance, etc., pour aider les viticulteurs à prendre ces risques et à les aider dans leurs pratiques vertueuses. Voilà, un dernier point, bien sûr, mais vous l'avez vu avec les histoires de travaux en réseau, hein, échanger, pouvoir discuter entre les viticulteurs, les conseillers, etc. C'est aussi très important pour s'améliorer sur l'utilisation du cuivre et pour d'autres démarches aussi. Et puis le travail participatif, l'expérimentation participative, je pense que c'est vraiment une piste importante à développer pour améliorer les connaissances. Alors très rapidement, parce que je vois que le temps tourne, je voulais vous parler quand même de perspectives parce que effectivement aujourd'hui on se sent un petit peu démuni, on n'a que quelques outils, mais il y a des perspectives quand même, notamment sur le biocontrôle. C'est vrai que pour l'instant on n'a que des produits complémentaires, mais il y a beaucoup de travaux qui sont développés. On a un contexte très dynamique, hein, que ce soit au niveau économique et au niveau technique, et il y a des pistes en cours de développement. Vous avez sûrement entendu parler de toutes ces pistes. Je sais que Vitisphère les relaie très souvent. On peut parler des polyphénols issus de la vigne, hein, ce sont des molécules qu'on va retrouver dans les sarments, dans le raisin, etc. Et ces molécules, vous avez quelques petits schémas à côté là, elles ont des propriétés anti-mildiou qui sont avérées. Donc on peut extraire ces molécules de la vigne et pourquoi pas en faire une sorte de biofongicide. Et il y a plusieurs projets en France qui sont menés pour utiliser, pour valoriser en fait ces sous-produits de la vigne et les utiliser comme anti-mildiou. Il y a beaucoup de travaux aussi menés sur les microalgues ici, notamment en Nouvelle-Aquitaine, hein, qui pourraient être une piste anti-mildiou, des amibes aussi, des lysas d'amibes, pas les amibes vivantes, ou aussi travailler sur des peptides antimicrobiens, notamment des travaux sur le séquençage du mildiou qui montrent qu'on peut trouver certaines séquences d'enzymes, par exemple, du mildiou, qu'on pourrait peut-être bloquer avec des inhibiteurs, justement. Si on connaît la séquence de l'enzyme, on peut avoir une séquence aussi d'inhibiteurs et on pourrait peut-être travailler par la voie génétique, en fait, pour trouver des solutions pour bloquer le mildiou. On travaille aussi sur le lien avec les biostimulants, notamment pour améliorer l'utilisation des stimulateurs des défenses, essayer en parallèle d'améliorer la nutrition, l'équilibre de la vigne, pour qu'elle puisse mieux répondre aux agressions, notamment du mildiou. Et il y a des liens à faire entre la biostimulation et l'utilisation du biocontrôle, notamment des stimulateurs des défenses. Il y a d'autres perspectives aussi maintenant qui se développent, notamment, c'est choisir de combattre le mildiou autrement. C'est vrai que le cuivre, on l'utilise contre le mildiou, donc si on arrive à combattre le mildiou autrement, on aura peut-être une occasion là de se passer du cuivre. Notamment, nous, on travaille beaucoup sur d'autres méthodes qui passent par aller attaquer le mildiou à un autre moment de son cycle. Par exemple, il y a des travaux ici qui sont menés par l'UMT7, donc l'association de l'INRA et de l'IFV à Bordeaux, pour diminuer l'inoculum de mildiou dans le sol en ramassant les feuilles. Donc on sait que les formes de conservation du mildiou vont s'enquister en fait dans les feuilles et tomber ensuite au sol pour ensuite produire l'année suivante des contaminations primaires. Et l'idée là, c'est de ramasser ces feuilles, de les composter, de détruire les formes de conservation du mildiou et de ramener ensuite la fertilisation au sol, enfin en tout cas l'apport de matière organique au sol sur la vigne. Et donc là, l'idée, c'est de baisser progressivement l'inoculum et la pression sur les parcelles. D'autres méthodes aussi, c'est utiliser des moyens physiques pour diminuer le mildiou. Notamment, vous avez sûrement entendu parler de l'utilisation des UV pour en fait stimuler les défenses de la vigne. Et c'est la société UV Boosting avec un système qui s'appelle Helios qui développe cette idée. Mais l'objectif, ce serait en fait d'avoir un traitement de fond pour stimuler les défenses de la vigne et la rendre moins sensible aux agresseurs, notamment au mildiou, et pouvoir ainsi utiliser une protection phytosanitaire moindre avec une diminution notamment des apports de cuivre. Une autre méthode de lutte physique, nous, qu'on travaille ici à Bordeaux avec la société Modèle, c'est le vititunnel. Et là, l'idée, en fait, c'est de protéger la vigne des événements pluvieux. Donc, on va faire une sorte de parapluie automatique qui va se déclencher lorsqu'il pleut et donc casser le cycle du mildiou parce que vous savez que le mildiou a besoin d'eau pour se déplacer
sur les feuilles, hein, pour contaminer les feuilles, mais aussi pour que les zoospores aillent contaminer, germer en fait au niveau des stomates des feuilles. Et donc là, s'il n'y a pas d'eau directement en contact avec les organes de la vigne, eh ben, le mildiou ne pourra pas contaminer. Et donc, ça fait depuis 2019 qu'on teste ce projet sur 10 sites pilotes en Gironde, et on a des très bons résultats de protection, puisqu'on arrive quasiment à la même efficacité, voire mieux parfois, en termes de résultats de protection avec 0 traitement mildiou, donc zéro traitement cuivre. On fait aussi bien que la protection classique du viticulteur à côté. Donc, ce sont des très bons résultats. Là, ici, vous avez les résultats en 2020 sur les 10 sites testés. Et vous voyez, quand c'est en fait, on a du vert foncé, c'est qu'on fait mieux en termes de protection sur les feuilles, sur les grappes, etc. Quand on est en vert clair, c'est qu'on est dans la même protection. Et puis, on a quand même eu quelques déboires. En fait, quand ça marche moins bien, c'est qu'en fait, le site a été en panne ou n'a pas été déployé au bon moment. Donc voilà, le concept fonctionne. Maintenant, vous voyez qu'on est quand même sur un système très en rupture, avec des bâches qui se déploient, etc. On est vraiment sorti du système classique de protection avec l'application de produits. Donc, il faut faire attention avec toutes ces méthodes physiques qui se développent. Hein. On voit qu'effectivement, ça peut répondre à des attentes de diminution des produits phytosanitaires, mais derrière, ça engendre quand même d'autres problématiques, peut-être au niveau énergétique, au niveau paysage, au niveau structure de l'exploitation, etc. Il y a encore du travail, mais ça vous montre aussi qu'il faut peut-être aller chercher ailleurs que sur l'utilisation des produits, de l'application de pulvérisation de produits. Et puis la dernière perspective, bien sûr, ça vous le savez, c'est les variétés résistantes au mildiou. C'est vrai que c'est quand même le meilleur levier et peut-être le plus durable à long terme. Et il y a des variétés maintenant qui sont homologuées, des nouvelles variétés qui arrivent. Et on sait qu'à long terme, c'est ça qui nous aidera à vraiment diminuer drastiquement les produits phytosanitaires. Mais se pose quand même la question, attention, ça va mettre du temps à se développer. Donc, on a besoin de développer les autres leviers et diminuer le cuivre hein, jusqu'à ce qu'on ait vraiment une forte diffusion de toutes ces variétés. Et puis, attention, Audrey vous l'a dit tout à l'heure aussi, attention aux autres pathogènes. On voit que sur certaines variétés, le black rot, on ne peut pas le gérer parce qu'elles ne sont pas résistantes au black rot. Et quand bien même on aura des variétés résistantes à différentes maladies, vous savez, la nature a horreur du vide et donc on aura besoin quand même de développer des solutions alternatives et de biocontrôle pour compléter si parfois on pourrait avoir des émergences de maladies ou de ravageurs sur ces variétés résistantes. Donc il faudra rester quand même vigilant. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Je suis désolé, on a peut-être un petit peu débordé. Merci et puis je laisse la parole maintenant à Marion pour la partie questions. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, on a reçu pas mal de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes. Simplement d'abord pour répondre à Émilie qui demande si il sera possible de revoir le webinaire. Tout à fait. Tous les inscrits recevront un lien, je pense, demain pour le revisionner. Et puis, il sera également disponible sur le site de Vitisphère d'ici la fin de semaine. Alors, pour prendre quelques questions d'ici 18h, alors, il y a Didier Chavary qui nous dit qu'on parle de cuivre, mais qu'on ne précise pas la forme. Est-ce que la forme n'a pas d'importance? Alors, Audrey ou Nicolas, je vous donne la main. Alors, c'est vrai que toutes les expérimentations qui ont challengé les différentes formes de cuivre à quantité de cuivre égale n'ont jamais montré l'avantage pour l'une ou l'autre forme de cuivre. Donc, on part du principe que la forme du cuivre est négligeable dans les résultats. D'accord, très bien. Ensuite, Pascal nous demande, ne pensez-vous pas que le cuivre est plus ou moins performant sur grappe selon les stades phénologiques de la vigne? Je pense notamment à la phase chute des capuchons, fermeture de la grappe. Je pense qu'après... Vas-y. Ah non, justement, je te laisse la parole. Moi personnellement, je n'ai pas d'avis sur la question. J'ai pas vraiment, j'ai pas de résultat d'essai pour montrer ça. Oui, j'allais dire un peu la même chose. Je pense que ce qui est le facteur prépondérant, c'est vraiment les conditions climato sur ce stade très sensible.
et le profil des pluies qui vont survenir à ce moment-là. D'accord. Pour reprendre le sujet des LBG, Benoît Planche nous demande: pourrait-on avoir plus d'infos sur l'intégration des LBG dans l'itinéraire de protection phyto? Est-ce que c'est une utilisation uniquement de ce produit ou un positionnement particulier? Et quelle dose? Il nous dit 3 ou 4 litres par hectare. Il nous demande 3 ou 4 litres par hectare. Alors là, pour les résultats d'expé qu'on a montrés, c'était vraiment les produits seuls à chaque fois, hein, pour bien identifier et caractériser l'efficacité du produit cité. Donc là, en l'occurrence, on avait utilisé que du LBG sur toute la saison, et il était à 3 litres hectare. Et oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure à la question qu'est-ce que le LBG. Donc c'est un produit de biocontrôle, mais pas autorisé en bio. D'accord. Voilà, il y a plein de questions qui arrivent. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes, malheureusement, mais vous pourrez les poser sur l'adresse rédaction@vitisphère.com et on y répondra a posteriori. Il n'y a pas de souci. Il y a 2 personnes qui nous demandent si vous avez fait des essais avec le lait. Ben non, effectivement, après, il y a tellement de substances qu'on pourrait tester. Effectivement, il y a eu quelques articles justement avec Vitisphère, hein, sur un viticulteur qui était satisfait de cette méthode. Nous, on l'a pas testé directement. Il y a quelques années, on a fait des essais avec du petit lait, mais c'était plutôt sur l'oïdium, parce qu'il y avait quelques références dessus. Et non, on s'est pas penché sur l'utilisation du lait directement contre le milieu pour l'instant. Ouais, effectivement, pour compléter, j'avais eu un viticulteur suisse qui utilisait du lait écrémé pour lutter contre le mildiou, qui avait de bons résultats en année de pression faible à modérée, et qui l'année dernière était un peu moins content, mais qui obtenait quand même de meilleurs résultats que sur un témoin non traité, mais de moins bons résultats que sur une modalité lait plus cuivre. Vititunnel, quel investissement par hectare? Est-ce qu'on le sait déjà, ça ou pas? Non, c'est difficile parce que là, ce que je vous ai montré, vous avez vu les photos, là, ça reste des prototypes. Donc là, modèle maintenant est sur une démarche d'optimisation. La preuve de concept, elle est faite. Quasiment, on continue les observations pour voir quand même, voilà, s'il n'y a pas un millésime qui serait plus compliqué qu'un autre. Mais là, quand même, sur des millésimes difficiles, on a eu des bons résultats. Donc voilà, la preuve de concept, elle est faite. C'était la première étape. Et là, l'idée maintenant, c'est de pouvoir fournir une version commercialisable. Donc, il y a plein d'étapes à franchir et aujourd'hui, donner un prix, ça serait pas logique parce que je pense que effectivement le prix du prototype est totalement prohibitif là. Mais c'était pas fait pour être vendu. Donc voilà. Donc j'espère dans les prochaines années, normalement, hein, l'objectif de modèle, c'est ça, dans les 2-3 ans qui viennent, c'est de proposer un dispositif qui soit cohérent au niveau prix par rapport à aussi ce que ça pourra apporter, puisque l'idée, hein, c'est qu'il n'y ait plus de pulvérisateur qui passe sur la parcelle. Donc, il faudra aussi relativiser le prix de cette technique par rapport à ce qu'on peut gagner aussi en termes de passage, etc. Mais pour l'instant, mais c'est vrai que bon, le prix peut faire peur quand même parce que c'est quand même un investissement important à rentabiliser, etc. Voilà. Pour l'instant, aujourd'hui, on peut pas se dire que tout le vignoble va être bâché comme ça automatiquement. C'est pas possible. Ça va être plutôt du cas par cas, mais ça pourrait être un instrument intéressant, je pense, pour peut-être des parcelles un peu sensibles, voilà, à côté de riverains ou sur des parcelles où on est sûr à chaque fois de se faire avoir par le mildiou, peu importe de la façon dont on traite, etc. Ok. Louis nous demande: pensez-vous que les phosphonates vont être considérés dans les programmes en agriculture biologique dans les prochaines années? Alors, ça l'a été dans les pays de l'Est de l'Europe, notamment Allemagne, Autriche, Hongrie par le passé. Ils ont dû revenir en arrière parce que les phosphonates n'ont pas le profil adapté au cahier des charges bio, notamment parce que par leur côté non naturel et leur action systémique. Il y a des discussions à l'Europe, mais pour l'instant, en gros, les pays du Sud tiennent contre les pays Centre-Europe pour ne pas autoriser les phosphonates en bio.
C'est une question complexe, hein, les phosphates. Enfin, le problème des phosphites, c'est que notamment, ils vont générer aussi des résidus dans les grappes. Ils sont effectivement systémiques, donc ça répond pas trop aux attentes des bio. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'après, le produit en lui-même, il est non classé aujourd'hui. Il est facile à employer avec des doses de cuivre. On le maîtrise pas trop mal finalement. Et ça peut vraiment aider. Mais hélas, je pense qu'il faut pas espérer qu'il soit autorisé en bio dans les prochaines années. Je pense pas. Enfin, on pourrait en discuter avec certaines personnes qui sont dans les instances de discussion et tout ça. C'est pas d'actualité. Ok. Anne demande quid des traitements à l'ozone? C'est vrai qu'on l'a pas abordé. C'est vrai que là, les traitements à l'ozone, c'est assez prometteur dans des conditions in vitro très contrôlées. Le problème de l'ozone, c'est que dès que ça a traversé la buse, à 3 cm après la buse, il n'y a plus d'ozone, on n'a que de l'eau. Donc l'effet de l'ozone, qui a effectivement une activité fongicide, n'est plus retrouvé. Donc là, il y a un peu des points de blocage, notamment sur le système de pulvérisation ou d'application. C'est peut-être pas de la pulvérisation qu'il faut pour l'ozone, mais donc les travaux se portent là-dessus pour le moment. Mais à ce jour, on ne connaît pas la solution pour pouvoir traiter efficacement l'ozone la vigne. Ok. Voilà, les questions arrivent, défilent, mais j'en prends encore deux. Est-ce que vous avez essayé le chitosan? Nous, ici à Bordeaux, non. Sachant que normalement, en fait, dans le Kosoga, par exemple, on a une partie en fait qui est de la chitine aussi. Hein. Donc, en fait, le chitosan, c'est des fragments. C'est issu notamment des carapaces de crustacés. Voilà, c'est des polymères en fait de molécules de chitine. Et donc non, au travers un petit peu du Kosoga, on va le retrouver. Après, ça a été testé, oui, je pense qu'il y a des collègues de l'INRA, notamment à Dijon, qui ont travaillé dessus. Et ça peut avoir un effet. En fait, c'est un effet direct aussi, hein, donc de stimulation, mais aussi un effet direct de perturbation des membranes de certains champignons. Mais on n'a pas spécialement, nous, testé sur nos essais terrain dont on a parlé tout à l'heure. En tout cas, à Bordeaux, on n'a pas fait d'essai directement dessus. Ok. Et la zéolite? Non plus. Allez, j'en prends une dernière. J'ai envie de toutes les prendre. C'est terrible, mais leur tourne. Allez, la dernière. Que pensez-vous de l'utilisation de la silice dans certains produits comme le silizinc et le silicuivre en complément du cuivre? Prenez-vous en compte la notion de cuivre interne? Bon, alors c'est vrai que là on parle peut-être de produits qui sont plutôt des produits biostimulants. Il y a toujours un problème hein, sur ces produits qui sont plutôt homologués comme des engrais qui contiennent quand même pas mal de cuivre, alors avec d'autres molécules, etc., mais qui contiennent quand même une dose de cuivre qui est pas négligeable. Alors aujourd'hui, il faut la compter quand même dans le total du cuivre métal qui est utilisé, mais c'est pas des produits qui sont homologués comme des produits phytosanitaires. Donc c'est un peu compliqué. Je sais pas, c'est vrai qu'on parlait après de cuivre systémique, des choses comme ça, on a entendu parler de ça. Je pense qu'il faut rester très prudent sur ce genre de produits. Effectivement, la silice, on la retrouve aussi hein, dans des extraits de plantes, notamment avec la prêle, etc. Il y a peut-être des choses à aller chercher au niveau de la silice. Après, il faut rester prudent sur ce type de produit plutôt engrais, avec une concentration de cuivre quand même importante. Il faut rester très très prudent et notamment sur les allégations d'un cuivre qui pourrait, je sais pas, être interne ou je sais pas quoi ou être systémique. Moi, en tout cas, moi, j'ai pas de données scientifiques là-dessus et d'essais pour valider ça. Très bien. J'avais expérimenté la silice seule sous forme d'acide orthosilicique à 4 grammes litre et on n'avait pas observé d'activité antimildiou. Ok. Bon, allez, la terre de la terre. Je peux pas m'en empêcher. L'amicarbe a-t-il un effet sur le mildiou? Et on arrête là. Nous, on n'a pas fait spécialement d'essais sur l'armicarbe, spécialement mildiou, mais ça serait intéressant quand même d'aller voir ça, puisque c'est du bicarbonate donc de potassium. Il y a du bicarbonate aussi de sodium hein, qui est homologué en substance de base.
Et vu que c'est un effet plutôt sur le pH, un effet osmotique, etc., pourquoi pas quand même, on se pose la question, nous, à l'IFV, hein, notamment sur des programmes où on va combiner la protection au idium, parce qu'on a des bons résultats avec l'armicarbe, donc le bicarbonate sur l'oïdium, de combiner peut-être un double emploi. Aujourd'hui, il n'est pas homologué contre le mildiou, mais vu ses propriétés physiques, ça serait quand même intéressant d'aller voir ce qu'il peut donner en complément. Ça sera pas, c'est pareil, on ne sera pas sur des efficacités à 100%, mais ces utilisations de bicarbonate, ça serait quand même intéressant de voir ce que ça peut donner sur le mildiou. Ouais, et puis effectivement, on avait d'autres questions sur le couplage lutte mildiou oïdium. Ce sera pour une prochaine fois. Il est 18h05, l'heure tourne et on va devoir se séparer. Un grand merci Audrey, un grand merci Nicolas et un grand merci à tous pour votre participation active. J'espère que ce webinaire aura enrichi vos connaissances. Si vous avez d'autres questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part. Quand vous allez quitter le webinaire, il y a un petit questionnaire qui va s'afficher. Donc, n'hésitez pas à le compléter pour nous aider à nous améliorer. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez toujours nous envoyer des mails à rédaction@vitisphère.com et puis je relayerai vos questions à Audrey ou Nicolas. Comme je le disais également, vous allez recevoir un lien pour visionner à nouveau le webinaire sur Vitisphère et le partager à vos collègues qui n'auraient pas pu être présents. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous en mars, la date est encore à caler, pour un nouveau webinaire qui sera dédié aux nouveaux ravageurs de la vigne. Encore merci Audrey, encore merci Nicolas, et puis bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Merci. Et au revoir.